Après 3 ans d'absence, je suis rentré et j'ai trouvé mon père grelottant de sommeil sur le porche froid. La vérité m'a brisé. Bonjour, je m'appelle Seran, et je suis rentré à la maison après 3 ans, pensant que j'allais surprendre mon père. Mais il n'était pas derrière la porte, à m'attendre. Il était recroquevillé sur le porche, grelottant, enfermé dehors de la maison même qu'il avait construite. À l'intérieur, ma famille riait, se passait les petits pains, versait du vin, prétendant que tout allait bien. Ils ont dit à tout le monde que je l'avais abandonné. Mais et si c'était eux qui l'avaient fait? Et s'ils m'avaient effacé de notre maison, siphonné son argent, réécrit l'histoire? Et si j'avais laissé faire pendant trop longtemps? Voudriez-vous savoir ce que j'ai trouvé en ouvrant cette porte? Le trajet en bus jusqu'à Ashburn était silencieux. Trop silencieux, pour être honnête, juste le faible vrombissement du moteur, la toux occasionnelle de l'homme âgé 2 rangs derrière, et les mêmes pins de Virginie dont je me souvenais enfant, qui défilaient derrière la fenêtre embuée. Je n'étais pas revenu depuis 3 ans. Cette ville avait autrefois été l'endroit le plus sûr que je connaissais. Ce n'était plus le cas. Je suis descendu du Greyhound avec un sac de sport et un dossier de documents dont je n'avais pas encore décidé quoi faire. Mes bottes ont touché le trottoir fissuré de Maple Lane comme si j'entrais dans un souvenir que je n'étais pas sûr de vouloir revisiter. Les feuilles crissaient sous mes pieds, et l'air sentait la fumée de cheminée et la terre humide. Ashburn était inchangée et pourtant complètement différente. Alors que je descendais la rue en direction de notre ancienne maison, la maison de style Cape Cod au toit rouge dans laquelle j'avais grandi, quelque chose s'est noué dans mon estomac. Il était tard. Le soleil était passé sous les arbres. Le genre de crépuscule glacial qui vous faisait marcher un peu plus vite juste pour trouver un endroit chaud. Quand la maison est enfin apparue, j'ai ralenti. La lumière du porche était allumée. Pendant une seconde, j'ai souri. Peut-être que cela se passerait mieux que je ne le pensais. Peut-être qu'il avait laissé la lumière allumée pour moi. Mais ensuite, j'ai vu la forme recroquevillée près des marches. Au début, j'ai pensé que c'était un sac ou peut-être le chien d'un voisin. Mais ce n'était pas le cas. C'était mon père. Il était blotti sous une fine couverture beige, la tête penchée contre le revêtement comme s'il avait attendu, puis avait simplement abandonné. Son manteau n'était zippé qu'à moitié, et je pouvais voir la barbe blanche sur son menton, ses mains tremblant légèrement à cause du froid. Dans l'une d'elles, il serrait une photo. Je n'ai même pas eu besoin de m'approcher pour savoir ce que c'était. C'était moi. Cette photo avait été prise l'été avant mon départ. Le dernier bon été. Je portais une robe bleue, tenant une limonade, souriant à quelque chose hors champ. C'était le genre de photo qu'on n'encadre pas pour l'exposer. Juste glissée dans un livre ou un tiroir pour la garder près de soi, mais il l'avait dans sa main, ici, dans le froid. « Papa » ai-je murmuré. Il a cligné des yeux lentement. Ses yeux avaient du mal à faire le point, mais quand ils se sont posés sur moi, quelque chose s'est adouci. Pas de la joie, exactement. Pas encore, mais de la reconnaissance. Et rien que cela a failli me faire tomber à genoux. « Seran » a-t-il dit. Sa voix était rauque, à peine audible. « Tu es rentré. »« Oui » ai-je dit en m'agenouillant à côté de lui. « Pourquoi es-tu ici dehors ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé la porte derrière lui. La même porte que je franchissais en courant après l'école, celle qui sentait la cannelle et la cire à parquet. Maintenant, elle était fermée à double tour, la lumière du porche au-dessus bourdonnant faiblement. Je me suis levé et j'ai frappé. Personne n'a répondu. De l'intérieur, j'ai entendu de la musique, des rires. Il y avait une réunion en cours. Un dîner de famille, à en juger par le bruit. J'ai frappé de nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Qui est à la maison, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il a hésité. Isolda, son mari. Quelques autres, je crois. Et pourtant, personne n'avait pensé à vérifier le porche, à prendre de ses nouvelles. J'ai sorti mon téléphone, fixé l'écran, puis l'ai remis dans la poche de mon manteau. Appeler serait inutile. Je ne voulais pas de confrontation. Pas ce soir. Viens, ai-je dit doucement, en l'aidant à se relever. Allons te mettre au chaud. Il a hoché la tête mais n'a rien dit. J'ai passé son bras autour de mon épaule, le guidant lentement le long des marches. Ses genoux ont un peu fléchi, et j'ai dû faire une pause 2 fois avant d'atteindre le trottoir. Le restaurant au bout de la rue était encore ouvert.
Le seul endroit ouvert 24 heures sur 24 à Ashburn. Nous y sommes arrivés en environ 15 minutes, bien que cela m'ait semblé en durer 50. La serveuse, une femme de mon âge avec un sourire chaleureux et une expression fatiguée, n'a pas posé de questions. Elle nous a juste conduits à une banquette et a apporté du café chaud sans que nous le demandions. Walter a bu le sien en silence, tenant la tasse comme si elle était en or. Je ne m'attendais pas, a-t-il commencé, mais les mots sont restés coincés quelque part dans sa gorge. Je sais, ai-je dit doucement. Je n'ai pas appelé à l'avance. J'avais juste besoin de rentrer à la maison. Le mot « maison » a résonné comme une pierre. Il a de nouveau hoché la tête, mais cette fois plus lentement. Je pouvais voir la fatigue dans ses yeux. Pas seulement l'épuisement physique, mais quelque chose de plus profond. Le genre de lassitude qui ne vient pas d'avoir trop marché, elle vient d'avoir été ignorée trop longtemps. Tu as l'air en bonne santé, a-t-il dit après un moment. Plus forte. Il a bien fallu. Il a de nouveau baissé les yeux sur la photo. Les coins étaient déchirés, le milieu légèrement froissé. Elle m'a dit que tu ne voulais plus faire partie de la famille, a-t-il dit, presque comme s'il parlait à la table. Que tu avais tourné la page, que tu avais demandé à ne pas être contacté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Que pouvais-je dire? Le mensonge avait déjà été planté et arrosé pendant des années. Elle a menti, ai-je finalement dit. Mais je suppose que tu l'as compris maintenant. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était épais de choses non dites. Mais pas pour longtemps. Je ne suis pas parti, papa, ai-je murmuré. J'ai été poussé dehors. Mais je ne fuis plus. Il a alors croisé mon regard, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu. Vraiment vu. L'homme qui m'accompagnait à l'école quand j'avais trop peur d'y aller seul. Celui qui m'avait construit une maison de poupée quand nous ne pouvions pas nous permettre de vrais cadeaux. Il était toujours là, enfoui, mais pas disparu. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite. Mais je savais une chose. Cette maison appartenait toujours à mon père. Et les gens à l'intérieur, ils l'avaient oublié. Mais pas moi. Mon père n'a pas dit grand-chose en plongeant sa cuillère dans la chaudrée de palourde, ses mains tremblant encore légèrement, bien que moins que lorsque je l'ai trouvé. La vapeur du bol montait vers son visage, réchauffant l'espace entre nous dans cette petite banquette près de la fenêtre. Dehors, Ashburn était plongé dans le noir. Quelques lampadaires bourdonnaient faiblement, et des voitures passaient de temps en temps, leurs phares balayant la fenêtre comme des éclairs au ralenti. Je n'avais pas beaucoup mangé, me contentant de pousser des morceaux de pain de maïs sur mon assiette avec le côté non tranchant d'un couteau à beurre. Mon esprit était trop bruyant pour la faim, trop rempli d'images que je n'étais pas encore prête à affronter. Il a finalement rompu le silence. As-tu remarqué les photos? Elles ont disparu. J'ai levé les yeux. Les photos? Il a hoché la tête lentement. Les tiennes? Il n'y a plus rien de toi dans la maison. Pendant quelques secondes, je l'ai juste regardé. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je le savais déjà. Quelque part à l'intérieur. Je l'avais senti avant même qu'il ne le dise. Comme si la maison avait été purgée de ma présence pendant mon absence. Effacée comme un vieux tableau noir. Sur lequel personne ne s'était donné la peine de réécrire. Ils ont enlevé ta peinture du couloir, a-t-il continué, la voix fine. Celle que tu as faite au lycée. Celle avec le lac et les orangers. Je disais toujours qu'elle donnait vie à l'endroit. Je me souvenais de cette peinture. Je l'avais peinte à 16 ans, effrayé d'être ordinaire. Cette œuvre avait été accrochée dans notre couloir pendant plus d'une décennie. Et maintenant, elle avait simplement disparu. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ai-je demandé. Il a remué sa soupe. Elle a dit que ça n'allait pas avec la nouvelle palette de couleurs. Bien sûr qu'elle l'a dit. Je n'avais pas besoin de demander qui était, elle. Isolda a toujours su comment reformuler quelque chose de laid en une question d'esthétique. Quand elle ne pouvait pas argumenter avec l'émotion, elle en faisait une question de style. Le contrôle déguisé en bon goût. Elle a aussi déplacé ta boîte en métal du lycée au grenier, a-t-il ajouté. Elle a dit que l'étagère était nécessaire pour des souvenirs plus pertinents. Pertinent. Ce mot est resté collé à mon palais comme du mauvais beurre de cacahuète. Et la décoration de Noël que j'ai faite en 3e année, ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Il a souri faiblement.
La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans un sac marqué d'hiver. Je me suis adossé au coussin de la banquette. La serveuse est passée, remplissant mon verre d'eau avec un signe de tête poli. Elle devait sentir la tension, elle aussi, le silence entre deux personnes soi-disant réunies. Ma voix a baissé. Est-ce qu'elle t'a dit que je ne voulais pas être contacté? Il a fait une pause. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'il la connaissait trop bien. Elle m'a dit que tu étais débordé, a-t-il dit avec précaution. Que tu avais besoin d'espace, que tu avais tourné la page. J'ai fermé les yeux brièvement, non pas pour pleurer, mais pour empêcher la rage à l'intérieur de déborder. J'ai appelé, papa, ai-je dit, plus fermement que je ne l'avais prévu. J'ai envoyé des lettres, des courriels. Après mon départ, j'ai essayé pendant des mois. Personne n'a répondu. Mon numéro était bloqué. Mes lettres sont revenues avec la mention au retour à l'expéditeur et une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Il m'a regardé alors, et quelque chose a changé dans ses yeux. Pas le doute, juste le chagrin. Le regret. Tu as cru que je t'avais abandonné, ai-je dit d'un ton plat. Il n'a pas contesté. Tu as cru que je ne me souciais pas assez pour revenir, pour appeler, pour écrire. Ses doigts se sont resserrés autour de la cuillère. Je ne voulais pas y croire, mais avec le temps, ça a commencé à avoir du sens, de la façon dont elle le disait. Bien sûr que oui, ai-je marmonné. Elle l'a dit assez de fois pour que tu commences à l'entendre dans ta propre voix. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le silence a tout confirmé. Thanksgiving, il y a 2 ans, m'est revenu en mémoire. Je l'avais passé dans une chambre de motel près de Raleigh, à manger des tranches de dinde de station-service en me demandant s'il se souvenait même de mon existence. Je n'ai reçu aucun message, pas même un texto de groupe. J'ai pensé que papa avait peut-être perdu son téléphone. Il s'avère qu'on lui avait dit que je voulais qu'on me laisse tranquille, que je m'en fichais, que j'en avais fini. Mais ce n'était pas le cas. J'avais juste été effacé. C'était une forme de violence silencieuse, en fait. Pas celle qui laisse des bleus, celle qui fait disparaître les gens sans qu'ils soient jamais partis. Il a bu une longue gorgée d'eau, puis a posé le verre avec soin. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête. J'aurais pu dire beaucoup de choses à ce moment-là. J'aurais pu lui dire qu'il aurait dû remettre les choses en question, qu'il me connaissait mieux que ça. Mais à quoi cela aurait-il servi? Alors, à la place, j'ai juste dit, je suis là maintenant. Et cela semblait suffire pour le moment. Après le dîner, nous sommes retournés lentement vers la périphérie de la ville. J'avais réservé un petit Airbnb au-dessus d'une librairie locale. Rien d'extraordinaire, mais il y avait du chauffage et un lit propre. Je n'ai pas dit à Isolda que j'étais de retour. Pas encore. Je n'avais aucune intention de frapper à cette porte. Pas tant qu'elle serait encore celle qui décidait qui pouvait la franchir. Devant la librairie, avant de nous séparer, papa a touché mon bras. Elle m'a dit que c'était toi qui avais dit au revoir, a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Non, c'est moi qui ai été laissé derrière. Il n'a pas répondu de nouveau. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai regardé remonter le trottoir, son pas l'en assuré. Le vieux Walter était toujours là, fatigué, usé, mais marchant toujours de lui-même. De retour dans la chambre, j'ai laissé tomber mon sac et je suis resté un moment près de la fenêtre, à regarder les lumières clignoter sur Main Street. Un couple d'adolescents est passé en riant, leur voix résonnant dans la rue. Quelque part au loin, un chien a aboyé. J'ai ouvert mon dossier et j'ai regardé les documents que je transportais depuis des semaines. Des notes juridiques, des lettres, des impressions. Je n'avais pas su ce que j'allais en faire jusqu'à présent. Isolda m'avait sorti du cadre, mais elle n'allait pas garder toute l'image. Elle pouvait jouer la fille parfaite autant qu'elle voulait. Elle pouvait organiser ses brunchs à l'église et parler des soins comme d'un fardeau sacré qu'elle avait choisi de porter, mais je savais ce qu'elle faisait vraiment, et bientôt tout le monde le saurait aussi. Je ne les ai pas quittés, mais maintenant j'étais prête à revenir. Et cette fois, je ne frapperai pas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après avoir accompagné mon père au petit appartement que j'avais arrangé pour lui après la réduction de ses biens, je suis retourné dans la chambre que j'avais louée au-dessus de la librairie et je suis resté éveillé, à fixer le plafond en bois. Chaque respiration que je prenais semblait lourde, comme si la vérité que je commençais à peine à découvrir avait son propre poids.
Au moment où les premières lueurs du jour se sont glissées à travers les stores, j'avais déjà pris ma douche, m'étais habillé et m'étais versé une tasse de café éventé de la vieille cafetière sur le comptoir. Je n'ai pas pris la peine d'essayer d'avoir l'air reposé. Personne dans cette maison ne s'en soucierait. Le soleil tardait à se lever sur Ashburn, filtré par la fine brume qui s'accrochait au trottoir comme un secret dont personne ne voulait parler. J'ai pris le chemin le plus long pour aller à la maison, marchant dans les rues secondaires que je connaissais par cœur. Le terrain de jeu près de Maple Avenue était vide, les balançoires immobiles. Le panneau de l'église disait « La famille est là où se trouve le cœur ». Cela ressemblait à une blague maintenant. Quand j'ai atteint notre rue, l'air est devenu plus vif. La maison des Bramall se dressait exactement comme dans mes souvenirs. Pourtant, c'était comme entrer sur un plateau de tournage construit pour imiter une vie à laquelle je n'appartenais plus. Les volets rouges, les marches du porche, même les taillaient un peu trop parfaitement. Tout ressemblait à une maison de l'extérieur, mais ce qui était à l'intérieur avait changé. Je n'ai pas frappé. Je n'avais pas l'intention de frapper. J'ai tourné la poignée et je suis entré comme si j'en avais encore le droit. La maison sentait différemment, plus propre, plus froide, comme un désinfectant au citron et des bougies à la vanille, essayant trop fort de prétendre que tout allait bien. Le salon avait été redécoré dans des tons plus clairs, des coussins beiges, des plaids crème. Le mur où se trouvait notre galerie de photos de famille était maintenant occupé par une immense plaque en bois qui disait « La famille, c'est ceux qui sont présents ». Je me suis arrêté devant, j'ai regardé, j'ai pris une lente inspiration. Ce n'était pas seulement une nouvelle décoration. C'était une déclaration. Mes photos avaient disparu. Pas de photos de remise de diplôme. Pas de photos de l'équipe de softball de la 4e. Pas même celle, floue, de mon 10e anniversaire où je soufflais les bougies. Disparu comme si je n'avais jamais existé. À leur place, j'ai vu Isolda et son mari Dorian à des collectes de fonds, posant à côté de leaders communautaires et de responsables municipaux. Une photo d'elle recevant une plaque qui disait « Aidante de l'année d'Ashburn ». Je suis resté là en silence, mon rythme cardiaque lent, régulier, mais brûlant dans ma poitrine. C'est alors que j'ai entendu le grincement discret d'une porte. Je me suis tourné vers le couloir de la cuisine, m'attendant à moitié à voir apparaître Isolda, mais il était vide. Quiconque m'avait observé avait disparu derrière une porte fermée. Je me suis dirigé vers l'entrée pour partir. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose qui ne sentait pas le spray au citron et les mensonges. Au moment où j'ai attrapé la poignée, j'ai entendu une voix appeler doucement de l'autre côté de la clôture. Seran. Je me suis retourné et j'ai vu Mildred Kunig, notre voisine d'en face. Elle avait le même air que toujours, un manteau pratique, des boucles grises courtes, les mêmes yeux vifs qui ne manquaient rien. Mildred, ai-je dit, me forçant à sourire. Elle s'est approchée de la barrière, hésitant avant de parler. Je ne savais pas que tu étais de retour. Personne d'autre non plus, ai-je dit doucement. Je n'ai pas vraiment envoyé de carte postale. Elle m'a étudié un moment, son visage s'adoucissant. J'allais à la boîte aux lettres, et eh bien, j'ai quelque chose. Je pense que ça t'appartient. Je l'ai rejointe à mi-chemin sur la pelouse. Ses mains gantées ont fouillé dans la poche de son manteau avant de sortir une petite enveloppe légèrement froissée. Mon nom était écrit de la main de mon père, familière et inégale. L'encre était passée. Il me l'a donnée il y a 3 ans, a-t-elle dit doucement. Il m'a demandé de la poster. J'ai oublié. Et quand les choses se sont compliquées, je ne savais pas si ça aiderait ou si ça ferait du mal. J'ai regardé l'enveloppe. 3 ans. Elle était là depuis tout ce temps. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, sans l'accuser, juste fatigué. Parce que tu mérites de la lire, a-t-elle dit. Mais, et parce que j'aurais dû faire ce qu'il fallait plus tôt. Je l'ai remerciée et j'ai glissé la lettre dans mon manteau. Elle est partie avec un signe de tête, calme et déterminé, disparaissant derrière sa propre porte. Je suis resté quelques instants de plus sur le porche avant de m'asseoir sur les marches et d'ouvrir l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était fin, ligné. L'écriture de mon père était tremblante, mais lisible. Seran, si tu lis ceci, je n'ai probablement pas choisi le bon moment, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je te vois encore dans chaque lever de soleil. Ne crois pas au silence. Il n'a jamais été le tien. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Je n'avais jamais pleuré d'avoir été oublié. Mais maintenant, je pleurais d'avoir été rappelé à son souvenir.
Repliant soigneusement la lettre, je l'ai rangée dans mon sac. Je m'étais à peine levé quand j'ai de nouveau entendu Mildred. Elle était ressortie, traversant la pelouse avec plus de détermination cette fois. « Il y a autre chose » a-t-elle dit, plus bas maintenant. « À propos de tes appels. » J'ai croisé son regard, sentant ma gorge se serrer à nouveau. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, même si personne n'était là. « Isolda nous a dit que tu ne voulais pas être contacté, que tu avais demandé à être laissé seul, que tu avais refait ta vie. Elle vous a dit ça ? » Elle l'a dit à tout le monde. J'ai pris une inspiration, maîtrisant la piqûre qui montait en moi. Elle avait le téléphone de ton père, a poursuivi Mildred. Après ton départ, elle a dit que ça le perturbait. Que c'était mieux si elle s'occupait des choses. J'ai hoché la tête lentement, la colère montant maintenant. Pas le genre qui explose, mais celui qui prend racine. Ce n'était pas seulement qu'elle avait menti. C'était la facilité avec laquelle les gens l'avaient cru. Tu appelais toujours pour son anniversaire, a ajouté Mildred. Chaque année, à peu près à la même heure, il attendait. Chaque année, puis il a cessé de demander. Il disait qu'il ne voulait pas te déranger. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, essayant de rester stable. Elle a tout réécrit, ai-je murmuré. Et personne n'a posé de questions. Elle a rendu ça crédible, a dit Mildred doucement. Elle est douée pour ça. Elle l'a toujours été. Une longue pause a suivi. Puis Mildred a regardé vers la maison derrière moi et a dit quelque chose que je n'attendais pas, je pense qu'elle a peur que tu sois de retour. J'ai eu un petit sourire sans humour. Elle devrait. Alors que Mildred rentrait chez elle, je suis resté là, dans le jardin, à regarder la maison dans laquelle je courais après l'école, couverte de boue et d'excitation. C'était maintenant la scène de quelque chose de bien plus froid. Et quand je me suis tourné vers la fenêtre de devant, je l'ai vue. Isolda, debout juste derrière les rideaux, en train de regarder. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a pas souri. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'attendait à ce moment et qui n'était pas inquiète. Pas encore. Les rideaux sont retombés à la seconde où nos regards se sont croisés, comme s'ils n'avaient pas été tirés intentionnellement en premier lieu. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. Le porche était humide, l'air plus lourd qu'avant, et une tension silencieuse s'est installée dans ma poitrine comme de la poussière dans une pièce intacte. J'ai attendu un instant de plus, écoutant s'il y avait du mouvement à l'intérieur. Rien, juste le doux tintement des carillons que quelqu'un avait accrochés près de l'entrée. Des nouveaux, pas ceux, rouillés, que papa et moi réparions chaque printemps. La porte n'était pas verrouillée cette fois. Elle n'était pas à la maison. Je le savais déjà. Mildred l'avait mentionné plus tôt dans la matinée, de sa manière prudente, qu'Isolda avait un brunch prévu à l'église. Collecte de fonds. Elle avait dit quelque chose à propos d'une nouvelle aile pour le ministère des retraités. J'ai pensé que cela me donnerait 1 heure, peut-être 2. Assez longtemps pour découvrir ce que j'avais besoin de savoir. Assez longtemps pour voir ce qu'ils avaient essayé si fort de garder enfoui. Je suis entré et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. La maison sentait la lavande artificielle et le vernis à bois. Tout était à sa place, trop parfait. Ce n'était pas comme ça que je m'en souvenais. Ce n'était pas comme ça qu'il l'aurait gardé. Pas Walter Bramall, pas l'homme qui laissait des piles de livres sur le sol, des reçus collés au réfrigérateur avec de vieux aimants, et ses lunettes dans la buanderie sans raison valable. J'ai marché lentement, passant ma main le long des murs du couloir, devant l'endroit vide où ma peinture était accrochée. Le silence à l'intérieur était plus épais qu'à l'extérieur, comme si la maison elle-même retenait son souffle. J'ai tourné à gauche dans le bureau. Il y avait toujours le même bureau en chêne usé et les étagères remplies de livres de poche, mais le désordre avait disparu. Des surfaces propres, des dossiers étiquetés, des classeurs assortis. Rien de tout cela ne ressemblait à papa. Cela ressemblait à un hôtel déguisé en souvenir. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau, celui où nous jetions les factures impayées et les clés diverses, et je n'ai trouvé que des enveloppes manilles, maintenant toutes soigneusement marquées. La troisième a attiré mon attention. Service public, propriété. Service public, mon œil. Je l'ai ouverte et j'ai sorti un paquet maintenu par une pince à reliure. La première page était une copie de l'acte de propriété de la maison. Je l'ai parcouru, mes doigts se resserrant en atteignant la ligne de signature. Le nom de papa était là, Walter Bramall, mais l'écriture était bizarre. Elle était saccadée,
incertaine, comme si quelqu'un avait guidé sa main, ou pire, l'avait signée pour lui à la hâte. Sa signature habituelle avait du rythme, même dans ces dernières années. Celle-ci, elle avait l'air forcée, non naturelle. J'ai feuilleté les pages, notant la date, il y a 1 an et demi. À peu près au moment où j'ai cessé de recevoir du courrier transféré. À peu près au moment où Mildred a dit qu'il ne parlait plus beaucoup. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de chaque page. Plus j'avançais, plus je trouvais de choses. Des documents qui n'auraient pas dû être là. Des choses que je n'étais pas censé voir. Des relevés d'une banque que je ne connaissais pas. Un relevé indiquait le titulaire du compte comme étant Walter Bramall, mais l'adresse postale, l'appartement d'Isolda et Dorian à Richmond, des dépôts mensuels de subventions pour les soins aux personnes âgées et de fonds d'assistance, et des retraits réguliers aux distributeurs automatiques, des milliers. Je n'ai même pas réalisé que ma mâchoire s'était crispée avant de le sentir dans mes tempes. Mon père n'avait jamais eu besoin d'une telle aide financière. Pas à l'époque. Il avait une épargne retraite, une pension d'enseignant, et la maison était payée depuis que j'étais à l'université. Et maintenant, un compte séparé existait, de l'argent y transitant comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis resté immobile un instant, à l'écoute, toujours personne à la maison. Je suis allé dans la cuisine où le courrier était posé dans un plateau en osier près du réfrigérateur. En le triant, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Des publicités d'épicerie, des courriers de charité, un prospectus pour une entreprise d'entretien de pelouse, mais le nom sur chaque enveloppe était « Résident actuel » ou « Isolda Crane ». Pas une seule adressée à Walter. J'étais sur le point de retourner au bureau quand la porte d'entrée a grincé. Mon estomac s'est contracté. Je n'avais pas entendu de voiture arriver. Pas de pas sur le porche. Puis sa voix, calme, désinvolte, mais assez froide pour geler l'air autour de moi. « Tu cherches quelque chose ?» Je me suis retourné lentement. Dorian Blake se tenait dans l'embrasure de la porte, les clés à la main, les sourcils levés comme s'il venait de surprendre quelqu'un en train de voler son journal du dimanche. Il avait le même air que toujours, chemise repassée, barbe soigneusement taillée, une alliance qui captait un peu trop bien la lumière. Il avait le visage d'un homme à qui les gens faisaient trop facilement confiance, assez charmant pour l'église, assez vif pour les salles de conseil, et assez vide pour mentir sans ciller. « Je ne t'attendais pas », ai-je dit d'un ton égal. Clairement, a-t-il répondu, ses yeux balayant les documents sur le comptoir. Isolda n'est pas à la maison. Je sais. Il s'est avancé dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Alors, qu'est-ce qui te ramène dans ce coin particulier du monde? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris l'acte de propriété et je l'ai brandi vers lui. Savait-il seulement qu'il signait ça? Son expression n'a pas changé. Pas un seul muscle de son visage n'a tressailli. C'est un document légal, a-t-il dit, marchant lentement vers l'îlot de la cuisine. Signé et notarié. Tout est en règle. Son nom est dessus, bien sûr, ai-je dit. Mais ce n'est pas son écriture. Du moins, pas celle qu'il a utilisée pendant la majeure partie de sa vie. Je connais la différence. Eh bien, peut-être que tu t'en souviens mal. J'ai croisé son regard, imperturbable. Je m'en souviens mieux que tu ne le penses. Il a souri alors, du genre de sourire qui vous donne envie de mettre vos objets de valeur sous clé. Fais attention, Seran. Tu commences à ressembler à quelqu'un qui cherche les problèmes. Et tu commences à ressembler à quelqu'un qui en cache un. Une pause s'est installée entre nous. Finalement, il s'est légèrement penché et a dit, tu devrais y aller doucement. Tu viens à peine de revenir, semer la zizanie si tôt. Ça ne donne pas une bonne image de ton passif. Est-ce une menace? Non, a-t-il dit doucement. Juste une observation. Les gens parlent, les gens se souviennent. J'ai contourné l'îlot et j'ai rassemblé les pages dans mon sac. Je ne suis pas là pour faire une scène, ai-je dit calmement. Mais si quelque chose a été fait à mon père sans sa compréhension ou son consentement, je le découvrirai. Toi et moi savons qu'il n'est plus dans l'état où il était. La mâchoire de Dorian s'est contractée, mais son ton n'a pas changé. Walter a accepté tout. Il avait besoin d'aide. Nous sommes intervenus. C'est ce que font les familles. Non, ai-je dit en me tournant vers la porte. Ce que font les familles, c'est se protéger les unes les autres, pas en profiter. Alors que j'ouvrais la porte, il a ajouté, tu ferais mieux de faire attention à qui tu accuses.
Il ne faudrait pas un autre malentendu comme la dernière fois. Ma colonne vertébrale s'est raidie, mais je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je suis sorti dans l'air épais de l'après-midi, laissant la porte se fermer derrière moi. Les nuages d'orage au-dessus se déplaçaient lentement mais sûrement. La tempête n'a pas commencé dehors. Elle a commencé là, dans cette pièce. Après avoir quitté la maison cet après-midi-là, les nuages m'ont suivi. Pas le genre qui porte le tonnerre, du moins pas encore, mais le genre qui vous fait serrer votre manteau et garder vos pensées pour vous. Je ne suis pas retourné à la chambre au-dessus de la librairie. Pas tout de suite. J'avais besoin de me vider la tête d'abord. J'ai conduit le demi-mile jusqu'au petit parc près du château d'eau, celui où papa m'emmenait quand j'étais petite. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur éteint, les mains posées sur le volant, regardant un couple d'adolescents lancer un ballon de football près de la lisière des arbres. J'enviais leur liberté, leur façon de bouger sans réfléchir, de crier sans crainte du jugement. J'avais oublié ce que c'était que d'exister sans une tempête dans la poitrine. Le temps que je revienne dans l'allée, le ciel s'était vraiment assombri et la température avait sensiblement chuté. Je suis entré et j'ai immédiatement remarqué le silence, celui qui semble planifié. Le feu brûlait dans le salon, une pièce maîtresse de chaleur, mais l'air autour était froid, fabriqué, comme tout le reste dans cette maison ces derniers temps. Papa était assis sur le fauteuil inclinable, les épaules affaissées, ses yeux passant de la télévision en sourdine à la fenêtre et vice-versa. Il semblait plus petit, en quelque sorte, éteint. « Tu as mangé ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, « Je crois que oui. » J'ai traversé la pièce et suis entré dans la cuisine. Les assiettes du dîner étaient encore dans le lave-vaisselle, sale. Le plan de travail était impeccable. Trop impeccable. J'ai ouvert le réfrigérateur. Aucune trace de reste, pas même un bol de soupe ou un sandwich emballé dans du papier d'aluminium. Il y avait 2 boîtes de plats surgelés sur l'étagère du bas, toutes 2 intactes. Je suis allé au garde-manger et j'ai trouvé un petit pilulier posé sur une boîte de céréales. Je l'ai ouvert. Mercredi et jeudi étaient encore pleins. Nous étions samedi soir. J'ai pris une longue inspiration et je suis retourné dans le salon, tenant le pilulier dans ma main. « Papa » ai-je dit doucement, « est-ce que tu les as pris ?» Il a regardé le récipient et a cligné des yeux. « C'est le travail d'Isolda. Elle ne te les a pas donnés depuis au moins 2 jours. »« Il n'a pas mangé depuis hier, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. La voix d'Isolda a retenti depuis le couloir avant qu'il ne puisse parler. « Il oublie » a-t-elle dit. « Je ne peux pas le forcer. » Je me suis tourné vers elle. Elle se tenait avec un bras appuyé contre le cadre de la porte, tenant un verre de vin comme si nous discutions de la météo. Elle avait l'air calme, soigné, comme quelqu'un qui croyait en sa propre performance. Alors peut-être qu'il ne devrait pas être laissé seul pour s'en souvenir, ai-je dit, gardant mon ton stable. Il est confus, a-t-elle répondu en sirotant. Si j'insiste, il se fâche, alors je le laisse décider. Tu le laisses décider s'il doit prendre ses médicaments pour le cœur? Elle a levé les yeux au ciel. Tu es de retour depuis 2 minutes et tu agis déjà comme si tu savais tout. J'ai brandi le pilulier. Je sais que c'est inacceptable. Elle a eu un sourire sec. Tu as toujours été dramatique, serein. Tout est une crise avec toi. Je n'ai pas répondu. Je me suis approché et j'ai posé le pilulier sur la table basse juste devant papa. Je te le rappellerai tous les matins à partir de maintenant, lui ai-je dit. Ne compte sur personne d'autre. Isolda a ricané. Tu n'habites pas ici. Peut-être que je devrais. Elle n'a pas aimé ça. Le lendemain matin, je suis restée silencieuse. J'ai observé, regardé la routine. Isolda a passé 1 heure à se préparer pour son apparition à l'église, à boucler ses cheveux, à ajuster la broche sur son manteau, à vaporiser du parfum dans l'air comme un brouillard de fausse bienveillance. Dorian est parti tôt pour un petit déjeuner d'affaires, qui nous a laissés, papa et moi. Je lui ai préparé des œufs et du pain grillé, rien d'extraordinaire, mais chaud, vrai. Il a mangé tranquillement, avec soin. Je lui ai donné ses médicaments du matin, un par un. Il a hésité, mais les a pris. À midi, j'ai consulté la page Facebook d'Isolda. Le message principal était une photo. Elle nourrissant papa dans le salon, la même pièce où il était assis à peine 20 minutes plus tôt. Seul. Légende, prendre soin de papa est une bénédiction.
Pas toujours facile, mais chaque moment en vaut la peine. 57 j'aime, 20 commentaires, tous de femmes de son cercle de prière. Tu es un ange, Isolda. Il a de la chance de t'avoir. Un véritable esprit d'aidante. Tu m'inspires. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Papa était assis sur le porche maintenant, une couverture sur les genoux, fixant le vide. Personne d'autre ne l'a remarqué. Le soir, j'en ai eu assez. Elle était dans la cuisine, arrangeant des encas sur un plateau en céramique comme si elle organisait une séance photo pour un magazine. Je suis entré, me suis appuyé sur le comptoir et j'ai dit clairement, si ça continue, j'impliquerai la justice. Elle n'a pas bronché, n'a pas fait de pause. Une action en justice de ta part? Son sourire était étudié, lent. S'il te plaît, Seran, ne sois pas ridicule. Je suis sérieuse. Elle a pris un raisin du plateau, l'a mis dans sa bouche. Tu es parti depuis 3 ans. Tu penses que les gens vont croire ta parole plutôt que la mienne? Dorian est entré alors, posant ses clés sur la table, nous regardant toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé nonchalamment. Elle nous menace, a dit Isolda avec un léger rire. Apparemment, elle n'aime pas la façon dont je me suis occupé de papa. Dorian a gloussé. Seran, allons. Tu viens à peine de revenir. Ça ne fait pas bonne impression de revenir en cherchant les ennuis. J'ai gardé mon ton égal. Si vous ne faites rien de mal, vous ne devriez pas être inquiet. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur, l'a ouvert, a sorti un soda. Tu sèmes la zizanie là où il n'y en a pas. Encore une fois, je protège mon père. De qui? De sa propre fille, a rétorqué Dorian. Tu penses toujours que tout le monde t'en veut. Non, ai-je dit doucement. Juste ceux qui le font. Nous sommes restés là en silence, une tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Isolda a finalement parlé, sa voix plus basse. Tu ne gagneras pas, Seran. Tu n'as personne dans cette ville. Personne ne te croira. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, devant Dorian, et suis retourné dans le salon. Papa a levé les yeux de son fauteuil inclinable avec la même confusion fatiguée. Je lui ai souri. Tu veux faire un tour en voiture demain matin? Juste toi et moi. Il a hoché la tête. D'accord. Isolda m'a interpellé. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire juste parce que tu regrettes d'être parti. Je me suis arrêté dans le couloir. Non, mais j'ai le droit de t'empêcher de réécrire la sienne. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Je suis resté au lit à fixer le plafond, à compter les respirations, à compter les raisons. Le lendemain matin avant le petit déjeuner, j'ai passé un appel. Elle s'appelait Marahem, une avocate, indépendante, au dossier impeccable, expérimentée dans les litiges liés aux soins des personnes âgées et les cas d'abus financiers. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Marahem à l'appareil. Je n'ai pas hésité. Bonjour, je suis Seran Alta. J'ai besoin d'aide pour protéger mon père. Le lendemain matin a commencé avec une bruine, fine, froide et insistante. Elle s'accrochait au pare-brise de ma voiture alors que je me garais dans le parking étroit derrière le bureau de Marahem. Un ciel gris et bas s'étendait sur Ashburn comme une pensée inachevée, et je sentais la pression dans mes tempes après la nuit blanche que j'avais passée à fixer le plafond, à faire des listes dans ma tête. Quand je suis entré dans le cabinet d'avocat, une odeur de cèdre et quelque chose de légèrement citronné m'a frappé. Propre, intentionnel. L'espace était petit mais concentré, avec d'épais livres de droit alignés sur les murs et une seule citation encadrée près du bureau de la réceptionniste. Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. Cela me touchait d'un peu trop près. Mara est sortie moins d'1 minute après mon arrivée. Elle avait la quarantaine, les cheveux tirés en un chignon bas, pas de maquillage, mais des yeux vifs qui avaient le poids de quelqu'un qui en avait vu beaucoup et n'était pas facilement impressionné. Vous devez être Seran, a-t-elle dit en tendant la main. Entrez. Je l'ai suivie dans une pièce privée avec une table en verre et 2 chaises. Pas de distraction, pas de fioritures. J'ai aimé ça. Alors que je m'asseyais, elle a cliqué sur son stylo, prête et attentive. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. Pendant les 20 minutes suivantes, je lui ai exposé chaque détail des derniers jours. La découverte de mon père sur le porche, les photos de famille effacées, la fausse signature sur l'acte de propriété, le pilulier qui prenait la poussière,
les photos de soins mises en scène, la communication bloquée, les relevés bancaires, les chuchotements de Mildred, et le malaise grandissant dans mon ventre. Elle ne m'a pas interrompu, n'a pas bronché, a juste griffonné des notes et a hoché la tête quand c'était nécessaire. Quand j'ai eu fini, elle s'est légèrement penchée en arrière et a tapoté le bout de son stylo contre la table. « Vous n'êtes peut-être pas l'héritière sur le papier en ce moment, a-t-elle dit avec précaution. Mais légalement, vous avez une fenêtre d'opportunité si nous agissons vite. J'ai ouvert mon sac et j'ai fait glisser les copies que j'avais faites, l'acte de propriété notarié, le relevé bancaire, une photo de la boîte à pilules encore pleine un samedi. Elle les a regardées en silence, tournant page après page. Ce n'est pas seulement une défaillance morale, a-t-elle finalement dit. Cela pourrait être de la maltraitance de personnes âgées et un délit criminel. Ces mots ne m'ont pas ébranlé. Ils m'ont ancré. Comme si j'entendais enfin quelqu'un dire à voix haute ce que je criais intérieurement. Quelle est la suite, ai-je demandé. Nous avons besoin de preuves. Encore plus. Des témoins, une évaluation médicale si possible, et une déclaration de votre père. Ça va être difficile, ai-je admis. Il est lucide, mais il hésite. Il l'aime toujours à sa manière. Mara a hoché la tête. C'est courant. Les gens confondent la loyauté avec la protection. Mais l'amour ne signifie pas le silence. J'ai quitté son bureau 1 heure plus tard avec une liste de contrôle, un plan provisoire, et la chose la plus rare dans ce désordre. La clarté. En retournant à la maison, la pluie avait ralenti, mais les nuages ne s'étaient pas levés. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture de Dorian était partie. Probablement à son bureau ou à l'un de ses contrats de consultation du week-end dont il aimait se vanter sur les réseaux sociaux. La berline d'Isolda était toujours garée sous l'abri d'auto. Elle devait être rentrée de l'église. Je suis entré sans m'annoncer. La maison était de nouveau trop silencieuse. J'ai traversé la cuisine. Rien d'anormal. Dans le couloir. Pas de bruit. Mais au moment où j'ai tourné le coin pour entrer dans la buanderie, quelque chose m'a glacé sur place. Là, sur le sol, près du bord de l'évier de service, il y avait l'écharpe. L'écharpe que j'avais tricotée pour papa l'hiver avant mon départ. Elle était en laine bleu marine avec un motif que j'avais mis 3 essais à réussir. Il la portait même les jours où il ne faisait pas si froid, juste parce qu'elle venait de moi. Je l'avais vue la semaine dernière, soigneusement pliée dans le placard du couloir, mais maintenant elle était trempée, couverte de boue, jetée en tas à côté d'un chiffon de nettoyage et de ce qui ressemblait à une tête de balai serpillière usagée. Ma gorge s'est serrée. Je me suis penché lentement, je l'ai ramassée et je l'ai tenue dans mes mains. Son poids semblait plus lourd maintenant. Pas à cause de l'eau, mais à cause de ce que cela signifiait. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer ce qui s'était passé. C'était évident. Il l'avait utilisé. Utiliser quelque chose que j'avais fait pour mon père pour nettoyer le sol, ou pire, la salle de bain, puis l'avait jeté comme un déchet. Personne n'en a rien dit. Personne ne s'est excusé. Non que je m'y attendais. Je l'ai essoré dans l'évier, puis je l'ai lavé soigneusement avec du liquide vaisselle, rinçant jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je l'ai étendue sur le dossier d'une chaise de cuisine pour la faire sécher et je n'ai pas dit un mot du reste de la journée. Cette nuit-là, la maison était sombre tôt. Dorian est rentré tard. Isolda était dans sa chambre, et papa s'était couché vers 19 h. Avant de me coucher, je suis entré dans sa chambre, silencieusement, avec précaution, et j'ai placé l'écharpe pliée sur son oreiller. Il n'a pas bougé. Puis je suis allé au bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai imprimé une lettre d'une seule page, formelle, calme, signée par Mara et moi-même. Un avis d'intention légale, non pas une menace, une promesse. Je suis allé à la chambre d'Isolda. Sa porte était légèrement entr'ouverte, la lumière encore allumée. J'ai glissé le papier sous sa porte. Le bruit qu'il a fait était presque imperceptible, mais je savais qu'elle l'entendrait. Ils avaient ignoré mon avertissement. Et maintenant, je ne frappais pas seulement. J'entrais par la grande porte avec la loi derrière moi. Le dimanche arriva, et je n'étais plus en colère. Pas de la manière dont la plupart des gens s'attendent à voir la colère. Je ne faisais pas les 100 pas, je ne criais pas. Je ne lançais pas d'accusations comme des fléchettes. Non, j'étais calme, concentré, prête. Ils pensaient que j'allais flancher. Mais quand je suis monté sur le porche ce matin-là,
vêtu du même blazer bleu marine que je portais pour les réunions avec les clients à Raleigh, je n'ai pas hésité. Je suis entré directement dans la maison comme si j'y avais ma place, parce que c'était le cas. L'odeur de jambon rôti et de brioche à la cannelle m'a d'abord frappé. Isolda a toujours su comment créer une expérience. Elle avait mis de la musique, un hymne instrumental doux, et des fleurs fraîches étaient disposées sur le buffet. Tout était impeccable, tout comme elle. Des gens étaient déjà rassemblés dans le salon, tenant des gobelets en polystyrène de café et de petites assiettes avec des fruits soigneusement disposés. J'en ai reconnu quelques-uns. Des dames de l'église, quelques institutrices à la retraite, et même quelqu'un du bureau du maire. Walter était là aussi, niché dans le coin le plus éloigné de la pièce comme un meuble que personne ne voulait vraiment mais ne pouvait pas jeter. Il avait l'air déplacé, portant un cardigan de taille trop grand et des chaussettes dépareillées. Isolda flottait entre les invités comme si elle animait une émission de télévision locale. Chaque sourire était une campagne. Chaque geste était répété. Elle m'a vu dès que j'ai franchi la porte, et pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage, mais c'était parti avant de pouvoir s'installer. « Seran » a-t-elle dit, assez fort pour que la pièce entende. « Je ne savais pas que tu te joindrais à nous. » J'ai souri poliment. J'ai dû oublier de répondre à l'invitation. Quelques têtes se sont tournées. Quelques bouches se sont arrêtées en pleine mastication. J'ai regardé Dorian se diriger vers moi, un mimosa à la main, la confiance irradiant de lui comme la chaleur du bitume. « Eh bien, c'est une surprise, a-t-il dit. Tu as l'air préparé. » J'ai tendance à l'être, ai-je répondu, mes yeux balayant la pièce. Isolda a passé son bras sous le sien, tout en performance. Nous sommes si heureux que tu sois là. Nous craignons que tu ne sois trop occupé avec ta nouvelle vie pour te souvenir de la petite Ashburn. Je ne lui ai rien donné en retour, juste le silence, celui qui met les gens mal à l'aise. Les yeux de Walter ont brièvement croisé les miens de l'autre côté de la pièce. Il avait l'air incertain, peut-être même nerveux. Je lui ai fait un léger signe de tête. Je voulais qu'il sache que cela ne le concernait pas. Pas directement. C'était une question de vérité, de justice. Finalement, brisant la surface, la pièce a bourdonné de conversations légères et de cliquetis de fourchettes pendant encore 10 minutes avant que cela n'arrive. Dorian, maintenant avec 2 verres dans le nez et les épaules un peu plus détendues, a ri trop fort en se penchant vers un homme près de la cheminée. « Elle est seulement de retour parce qu'elle sent l'argent, » a-t-il dit. « N'est-ce pas ce que ta sœur a dit ?» Les rires se sont tus instantanément. Mon sourire est revenu. Je me suis tourné lentement vers la pièce et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Oh, je suis de retour, mais pas pour l'argent, pour la vérité. » La pièce a retenu son souffle. Je pouvais sentir le changement, la prise de conscience collective soudaine que quoi que ce soit, ce ne serait pas un autre brunch dominical confortable. Quelques personnes ont posé leurs verres. Une femme a croisé les bras. Une autre a regardé Isolda avec un sourcil levé. Mara a franchi la porte à ce moment-là, silencieuse comme une ombre. Elle n'était pas habillée pour un brunch. Pantalon gris, chemisier simple, pas de maquillage. Elle portait une sacoche d'ordinateur sur l'épaule et un projecteur portable à la main. « Désolée d'être en retard » m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, juste à temps. Les yeux d'Isolda se sont rétrécis. Que se passe-t-il? Je l'ai ignoré. Mesdames et messieurs, ai-je dit à la pièce. Merci d'être venus. Puisque nous avons un public, j'ai pensé que ce serait le moment idéal pour partager quelque chose. Mara a placé le projecteur sur le bord de la console. La pièce s'est légèrement assombrie alors qu'elle l'allumait. Elle a connecté l'ordinateur portable, a préparé la vidéo et m'a fait un signe de tête subtil. Ceci, ai-je dit, est une vidéo du salon de mon père, enregistrée le jour où il a signé l'acte de propriété de cette maison. Dorian a fait un pas en avant. Attendez un peu. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Tu es dedans. La vidéo a commencé. L'image était légèrement granuleuse, mais assez claire. Walter était assis dans son fauteuil, l'air incertain, les mains tremblantes. Dois-je signer, a demandé sa voix, chevrotante, à peine audible. Puis une autre voix, celle de Dorian, est intervenue, sans équivoque. Fais-le ou tu ne la reverras plus. Des halètements. Une femme a couvert sa bouche. Un homme a marmonné, est-ce légal? Isolda a essayé de parler, c'est sorti de son contexte.
Mais la pièce était déjà en train de se retourner. La bravade de Dorian s'est évaporée. Il a bafouillé. C'est une violation de la vie privée. Non, a répondu Mara calmement. C'est une preuve, recevable et déjà soumise. Le visage d'Isolda était devenu pâle. Sa façade soigneusement construite se fissurait, des fractures fines se propageant rapidement. J'ai pris une inspiration, non pas pour me calmer, mais pour porter le coup de grâce avec précision. Cette maison a été construite par mon père. Il l'a payée, l'a protégée, nous y a élevés. Il a ouvert sa porte à des gens qui l'enferment maintenant hors de sa propre vie. Et il ne se laissera pas voler. Ni par le sang, ni par le mariage. Silence. Le diacre de l'église s'est avancé. Je pense que nous devrions partir. Il est sorti. D'autres ont suivi. Personne n'a regardé en arrière. Isolda est restée figée, une main toujours posée sur le plateau de mimosa. L'expression de Dorian était vide, comme s'il n'avait pas encore accepté ce qui venait de se passer. Je me suis tourné vers eux une dernière fois. Vous m'avez enterré dans le silence. Je vous ai juste donné un public. Après que le dernier invité eut quitté le brunch dans un silence stupéfait, et que la porte d'entrée se fut refermée derrière eux avec un clic sourd, je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau, et j'ai laissé mes mains trembler pendant une bonne minute avant de le poser. Je ne tremblais pas de nervosité. Plus maintenant. Elle s'était consumée il y a des heures. C'était la réplique, celle que votre corps vous donne quand votre esprit se prépare déjà au prochain coup. Nous n'avons pas parlé du reste de la journée. Dorian est resté dans le bureau, pensant ce qui lui restait de fierté, et Isolda a disparu dans sa chambre, le bruit de ses talons résonnant comme une menace contre le parquet. Papa s'est couché tôt, demandant 2 Tylenol et rien de plus. Je les lui ai donnés, j'ai embrassé son front, et je lui ai dit que je le verrais le matin. Mais nous savions tous les deux que quelque chose d'irréversible avait changé. Mardi est arrivé vite. Nous sommes arrivés au palais de justice juste après 8 heures du matin. L'air extérieur était assez froid pour piquer les doigts. J'ai aidé papa à sortir de la voiture. Il a insisté pour porter son vieux blazer bleu marine, celui avec les poignets effilochés et une marque de stylo sur la poche intérieure. Il disait que c'était le seul qui lui semblait encore appartenir. Je n'ai pas discuté. Mara nous a accueillis à l'entrée avec un signe de tête et un dossier noir serré sous un bras. Elle avait exactement l'air dont j'avais besoin. Stable, imperturbable, tout en affaires, pas de perles, pas de performance. L'intérieur du palais de justice du comté d'Ashburn était plus calme que je ne l'avais imaginé. Pas beaucoup de monde. Quelques journalistes, quelques personnes âgées du quartier qui avaient probablement entendu parler de l'incident du brunch, et 1 ou 2 amis de l'église d'Isolda qui avaient l'air de regretter d'être venus dès qu'elles se sont assises. Isolda et Dorian étaient déjà assis. Elle portait un tailleur-robe de couleur crème et ce faux sourire d'humilité qu'elle réservait aux jugés aux funérailles. Dorian avait l'air mal à l'aise. Il a tiré sur sa cravate 2 fois avant même que la juge n'entre dans la salle. Le marteau n'a pas frappé. La juge s'est simplement éclairci la gorge, a ajusté ses lunettes et a dit « Commençons ». Mara s'est levée. « Votre honneur, nous avons l'intention de prouver que Walter Bramall a été trompé pour signer des droits légaux sur sa propriété sous la contrainte et sans une pleine compréhension des conséquences. De plus, nous pensons qu'une faute financière a été commise sous le couvert de soins aux personnes âgées, et nous avons des documents, des témoignages et des preuves audiovisuelles pour le confirmer. » La juge a hoché la tête lentement. Poursuivez. D'abord sont venus les documents, l'acte de propriété signé avec l'écriture tremblante de Walter, les relevés bancaires montrant des retraits mensuels qui n'avaient rien à voir avec des frais médicaux ou des soins à domicile, et les registres de pilules que j'avais tenus la semaine précédente montrant des lacunes et des incohérences. Puis est venue la déclaration du docteur Marot. Préenregistrée en raison d'un conflit d'horaire, elle a expliqué que Walter connaissait un léger déclin cognitif, mais qu'il était toujours capable de prendre des décisions de base s'il était correctement informé. Elle n'avait jamais été consultée sur des décisions légales, pas une seule fois. Et puis la vidéo a été diffusée, la même que nous avions montrée au brunch, mais cette fois avec un son plus clair et les annotations de Mara. La voix de Walter, confuse et suppliante. Celle de Dorian, tranchante et autoritaire. Fais-le ou tu ne la reverras plus. Quand cela s'est terminé, la salle n'a pas fait un bruit. La juge s'est tournée vers Walter. Monsieur Bramall, comprenez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Il a hoché la tête lentement. Oui, madame.
Avez-vous le sentiment d'avoir été poussé à signer ces documents? Il a cligné des yeux. Je pensais que si je ne le faisais pas, je perdrais le peu de famille qu'il me restait. C'en était fait. La juge a baissé les yeux sur ses papiers, puis a regardé de nouveau la salle d'audience. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil la contrainte déguisée en soin. Il semble que non seulement les droits de M. Bramall ont été violés, mais que certaines parties ont utilisé leur proximité avec lui à des fins de gains financiers personnels. Par conséquent, j'ordonne par la présente l'annulation du transfert de propriété. Les droits de Walter Bramall sur la maison sont rétablis, et il peut nommer un co-soignant de son choix. Elle a fait une pause. Avez-vous quelqu'un en tête? Papa m'a regardé. Seran, a-t-il dit sans hésitation. Toujours elle. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. La juge a poursuivi. De plus, ce tribunal renvoie M. Dorian Blake au bureau d'enquête sur les crimes financiers pour utilisation abusive des fonds de soins aux personnes âgées. Madame Isolda Crane est par la présente destituée de toute autorité légale sur les affaires de son père avec effet immédiat. Il n'y a pas eu de coup de marteau, pas de sortie dramatique, juste des papiers silencieusement brassés et des corps se levant des chaises alors que les gens sortaient un par un. Isolda ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Dorian a marmonné quelque chose à voix basse, mais Mara a haussé un sourcil, et il a jugé préférable de ne pas le répéter. Nous sommes rentrés en silence. Walter reposant paisiblement sur le siège passager. Ce soir-là, alors que la dernière lumière du jour tombait sur la pelouse, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer doucement. J'étais dans le couloir quand je l'ai vue, Isolda, debout près du vestibule, les bras croisés, attendant. Je suis juste venu chercher mes affaires, a-t-elle dit, sa voix plus basse que d'habitude. Je n'ai pas discuté. Elles sont déjà faites. Elle a hésité. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un cadre. C'était la photo qu'elle avait enlevée, celle de papa et moi au lac l'année avant mon départ. Nous sourions, son bras autour de moi, mon visage pressé contre son épaule. Je la lui ai tendue. Tu n'habites plus ici, ai-je dit d'un ton égal. Ni ta version de cette famille. Elle l'a prise avec des doigts tremblants mais n'a rien dit d'autre. Elle est partie 5 minutes plus tard, c'est pas plus silencieux que je ne l'avais prévu. Nous n'avons pas claqué la porte derrière elle. Nous ne l'avons simplement jamais rouverte. Les jours qui ont suivi le départ d'Isolda de la maison sont passés lentement, non pas parce que nous pleurions son absence, mais parce que nous apprenions enfin à vivre sans le poids de sa présence. Je ne m'attendais pas à ce que la paix arrive comme une parade. Elle n'est pas venue avec des célébrations ou des ballons. Elle est venue tranquillement, à travers le bourdonnement du vieux chauffage qui se mettait en marche le matin, le bruit des pantoufles de Walter sur le carrelage de la cuisine, et l'odeur de café qui remplissait le couloir avant même que l'un de nous n'ait dit un mot. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience au tribunal. Ashburn avait commencé à s'habiller pour l'hiver. La première neige est tombée le lendemain de Thanksgiving. Juste une fine couche qui a fondu à midi, mais c'était suffisant pour nous rappeler la saison dans laquelle nous entrions et celle que nous avions survécue. J'ai repeint moi-même la porte d'entrée, du même rouge cerise que papa rafraîchissait tous les quelques années, maintenant ternie par la négligence. Il me semblait juste de la restaurer de mes propres mains. La lumière du porche est restée allumée tous les soirs, et cette fois non pas comme un symbole d'attente pour quelqu'un qui ne reviendrait jamais, mais comme une promesse que personne ne serait plus laissé dehors. Chaque matin, je préparais le café avant que le soleil ne se lève complètement au-dessus des pins derrière la maison. Papa s'asseyait sur le porche avec une couverture en laine sur les genoux, la vapeur de sa tasse s'enroulant dans l'air pendant qu'il lisait tranquillement un livre ou regardait simplement le jardin comme s'il mémorisait la paix. Nous ne parlions pas d'Isolda. Nous n'en avions pas besoin. Le silence n'était plus lourd. Il était partagé. C'est un mardi, en réorganisant le placard du couloir, que j'ai trouvé le carnet. Il était niché derrière une pile de vieilles déclarations de revenus et quelques bulletins d'église jaunis, coincés entre un album photo et un exemplaire poussiéreux de « Le Comte de Deux Cités », qui contenait encore mes notes de lycée dans les marges. J'ai immédiatement reconnu la couverture en cuir, éraflée au coin, la reliure légèrement déchirée. Papa avait utilisé ce carnet pendant des années. Liste de courses, numéro de téléphone, citation de sermon, pensée passagère. Je me suis assise sur le sol du couloir, en tailleur, et j'ai commencé à le feuilleter. Des pages et des pages de gribouillis familiers, de rappels griffonnés, d'idées qu'il n'avait jamais eu le temps de concrétiser, de noms de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années.
C'est vers la fin, cependant, que j'ai trouvé l'entrée qui m'a glacé sur place. Elle n'était pas datée, mais je savais qu'elle avait été écrite quelque temps après mon départ d'Ashburn, lorsque la distance entre nous s'était creusée en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait naviguer seul. Si tu lis ceci, je n'ai probablement pas choisi le bon moment, mais cela a toujours été destiné à ce rang. La maison, l'histoire, la chance d'être entendu. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Il ne m'avait jamais oublié, pas une seule fois. Même quand sa mémoire flanchait, même quand mon nom n'était plus prononcé à voix haute dans cette maison, quelque part au fond de lui, il avait toujours su, avait toujours espéré que je reviendrais, et que lorsque je le ferais, j'aurais besoin de savoir que la vérité n'avait jamais appartenu à Isolda. Elle lui appartenait, à nous. J'ai emporté le carnet dans le salon et je l'ai posé sur le manteau de la cheminée, juste à côté de la photo de famille restaurée de moi et de papa au lac, maintenant à la place où se trouvait autrefois la récompense d'Isolda. Les jours suivants se sont installés dans un rythme. Papa avait encore ses moments, oubliant quel placard contenait les tasses à café, demandant si c'était samedi alors que c'était mercredi. Mais il souriait plus. Il posait de nouveau des questions. Il a recommencé à chanter pour lui-même en se rasant, de douces interprétations de vieux hymnes gospel qu'il fredonnait lors des voyages en voiture. Mildred passait tous les dimanches avec du pain aux bananes enveloppé dans du papier ciré et noué avec de la ficelle. Elle ne restait jamais longtemps, juste assez pour dire bonjour et demander si nous avions besoin de quelque chose. Je pense que la visite était plus pour elle que pour nous. Une réconciliation silencieuse. Une reconnaissance qu'elle aurait peut-être dû poser plus de questions ou croire moins de réponses. Un matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous le paillasson. C'était du pasteur Monroe. Seran, je te dois des excuses, que j'aurais dû présenter bien avant. J'ai laissé les apparences me convaincre que la vérité était gênante. Tu nous as rappelé que protéger les vulnérables n'est jamais une option. Merci, Caleb Monroe. J'ai plié la note et je l'ai placée dans le carnet avec l'entrée de papa. Certaines vérités méritent d'être conservées ensemble. Nous n'avons pas organisé de fête de Noël cette année-là. Pas d'arbre de Noël. Pas de couronne sur la porte. Mais nous avons accroché des guirlandes lumineuses sur la rampe du porche. Et papa a insisté pour remettre les vieilles chaises à bascule dehors. Usées et grinçantes, mais toujours solides. Chaque soir, nous nous asseyions un moment, 2 tasses de cidre à la main, et regardions la neige commencer à saupoudrer le quartier comme du sucre glace. Le soir du Nouvel An, je me suis retrouvé à écrire dans le même journal que j'utilisais à Raleigh. Celui que j'avais emporté en quittant cette vie. Je n'avais rien écrit depuis des mois, pas depuis avant mon retour à Ashburn. Mais cette nuit-là, les mots sont venus comme de l'eau à travers un barrage fissuré. Je ne suis pas revenu pour gagner. Je suis revenu pour lui rappeler, et me rappeler à moi-même, que j'étais toujours sa fille. Et je le suis toujours. Ce n'était pas une fin heureuse. Les fins heureuses sont pour les contes de fées et les cartes de vœux. C'était quelque chose de mieux. C'était vrai. Et cette fois, quand il s'asseyait sur le porche, la porte restait ouverte et la lumière restait allumée. Certaines familles vous brisent le cœur discrètement par le silence, par le contrôle, par les histoires qu'elles effacent derrière des portes closes. Mais parfois, la guérison commence quand une personne décide de ne plus se taire. Que feriez-vous si les personnes en qui vous avez le plus confiance réécrivaient votre vie sans vous le demander? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres histoires inspirées de la vie réelle sur la vérité, la justice et la vengeance discrète arrivent bientôt. Parlons-en dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie.